Donc, on arrive dans la partie finale de la journée et on va vous parler un petit peu d'écosystème pour que les industriels qui sont présents puissent se repérer un petit peu et puis qu'ils sachent où ils peuvent trouver de l'aide. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un... Ah oui, donc on vous propose de balayer, en fait, faire un balayage des dispositifs et des structures nationales qui existent. Ensuite, rapidement, au niveau régional, comment on peut vous aider. Et on finira avec Philippe Bello sur le local, le bassin de Charleville, des Ardennes. Et donc je vais laisser la parole à Yves Schmitt de l'IPC. Voilà, à toi Yves. Bonjour à toutes et à tous. Il y a déjà mon collègue qui est déjà passé ce matin. Donc moi je me présente rapidement. Donc moi je suis le directeur du service relations clients d'IPC. IPC, on est le centre technique industriel de la plasturgie et des composites. On est dans l'écosystème de la plasturgie avec Polivia. En fait, Polivia, c'est l'organisation professionnelle, et nous, on est, comme on aime bien le dire, le bras armé technologique de la profession. Notre but, c'est de contribuer à la compétitivité de l'industrie nationale. C'est-à-dire qu'on est dédié à accompagner les entreprises qui sont sur le territoire national. Et notamment, on a deux gros enjeux, c'est accompagner les entreprises à la transition numérique. Et là, on est tout à fait dans le sujet aujourd'hui, et la transition écologique. Et on voit que souvent les deux sont reliés parce qu'on a eu une intervention sur l'impact, les recyclés et autres, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Donc pour aujourd'hui, comment est traité le sujet de la fabrication additive au niveau d'IPC, on a 4 piliers. On a un premier pilier, c'est la fabrication directe, parce que nous on l'appelle la fabrication directe de pièces plastiques ou composites, à partir de différentes technologies. Alors, on n'est pas là, on ne va pas fabriquer des machines, on va surtout travailler sur l'optimisation des procédés, les parcours, on modifie des fois des machines, des buses, et différentes choses pour pouvoir fabriquer et améliorer les process. On a un deuxième levier, c'est la préparation polymère, ou on va dire les outillages, les interventions de ce matin, c'est soit d'utiliser des outillages polymères, soit d'utiliser des outillages métalliques pour pouvoir transformer des pièces de plastique sur des process standards, qui sont l'injection, l'extrusion, le thermoformage. On a un troisième pilier, c'est tout ce qui va concerner en fait l'économie circulaire. Alors, quand on parle d'économie circulaire, à nous, il y a la fin de vie des pièces plastiques, notamment fabriquées en fabrication additive. C'est comment on peut les retraiter, parce qu'aujourd'hui, on a vu un cas d'une boucle vertueuse où la pièce, elle revient chez le client, et on récupère la pièce. C'est pas toujours le cas. Il y a combien de pièces, et nous, on est sollicité par des industriels. Je fais plein de maquettes, je fais plein de protos, mais je fais quoi avec tout ça, sachant qu'avec ça, en plus, on a utilisé 3-4 technologies différentes. Et quand je mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne? L'idée, c'est de valoriser tout ça. Et puis on a aussi tout ce qui est en fait les mesures d'impact. On a vu la CV, mais à un moment donné, aujourd'hui, on manque de beaucoup de data sur ces aspects de transformation avec les procédés, notamment liés à la fabrication additive, mais pas que la fabrication additive. On doit aussi travailler sur les procédés traditionnels, sur les matières. Donc tout ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille de manière régulière pour vous aider et pour que le savoir-faire rentre dans les entreprises. Parce que notre rôle, c'est de créer de la connaissance et que cette connaissance soit transférée. Alors pour créer de la connaissance, on a 3 piliers au sein d'IPC. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de TRL, on est un peu sur la même échelle. C'est-à-dire qu'on a des projets de recherche qui sont plutôt des projets collaboratifs, et là on va aller chercher dans les laboratoires des technologies qui émergent, et on va essayer de les faire maturer, on va les amener à une échelle de 6, 7. Voilà, donc ça veut dire on va faire des preuves de concept, on va vérifier que ça fonctionne et que ça peut apporter quelque chose pour la plasturgie. Et puis après on a le collectif où là on va écrire la recette pour que le transfert se fasse facilement dans les industries. Donc on va passer à 8, et puis après on accompagne carrément dans de la R&D privée les industriels à intégrer les process de fabrication additive dans leurs procédés. Alors, oui, puis j'ai oublié tout à l'heure le quatrième pilier. Le quatrième pilier, nous, c'est aussi, donc jusqu'à maintenant, on a beaucoup
de fabrication additive de pièces directes, soit en métal, soit c'était beaucoup le concentré de la journée. Mais nous, on a de plus en plus de sollicitations sur l'hybridation de ces process de fabrication additive avec des procédés standards. C'est-à-dire qu'on va injecter une pièce, on va extruder une pièce, on va la thermoformer et on va venir construire des choses, de la personnalisation dernière minute avec la fabrication additive sur ces pièces. Et donc c'est toute la synergie entre la fabrication additive et les procédés traditionnels de la plasturgie. Donc pour ça, ben, on fait aussi, donc comme je disais, on a des leviers, accompagnement de l'entreprise. Et puis après, on travaille aussi, parce qu'on a de la veille technologique, c'est un vrai sujet au sein de notre, voir comment les tendances, les procédés qui vont émerger, les matériaux, et ainsi de suite. On a un aspect, et là c'est là où on travaille vraiment en partenariat aussi avec Olivia, c'est les aspects formation. C'est qu'à un moment donné, les technologies, il faut qu'elles s'intègrent aussi dans des PME qui ne sont pas forcément habituées à travailler avec ces procédés. Et puis on fait aussi du conseil, d'intégration, parce que, on l'a vu, il y a toute une panoplie de matériaux, de procédés, et comment on adapte le design, comment on travaille avec ces machines, quel choix de machine en fonction de la pièce que je veux fabriquer. Et à un moment donné, c'est toute cette notion de conseil, et c'est là-dessus qu'on travaille ensemble avec Olivia pour vous accompagner dans votre quotidien. Et puis nous, on a une plateforme, vous l'avez vu ce matin, vous avez vu des photos de différentes machines qu'on a, donc on a une plateforme qui s'appelle Printer chez nous, à Oyonnax, et qui permet en fait, où là on a de la fabrication additive plastique, composite et métallique. Donc on est capable de faire des développements, de vous accompagner aussi dans le choix de la pièce, le design de la pièce. C'est des choses qu'on fait pour aider la transition numérique dans les entreprises. Voilà. Voilà, alors je vais essayer de... Je ne serai pas long pour vous parler un petit peu de Grand Est Transformation qui est à l'origine de la communauté. Vous voyez le petit roll-up qu'il y a ici pour comprendre en deux mots un petit peu le rôle de Grand Est Transformation. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Parce que en fait, la région Grand Est, donc là je parle au nom de la région Grand Est, la région Grand Est se propose d'accompagner les entreprises dans leur transformation à travers un parcours que vous voyez là. Alors la sensibilisation, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas la fabrication additive. Le diagnostic 360, c'est un diagnostic qui est réalisé par un certain nombre de consultants, ça dure à peu près 2 jours, c'est fait au sein des entreprises. C'est totalement gratuit pour les entreprises et les retours des dirigeants sont très bons parce qu'ils nous disent que ça leur permet de voir des choses qu'ils n'avaient pas réalisées ou de les conforter dans des analyses qu'ils ont pu faire eux-mêmes. Donc pour les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, je les encourage à rentrer dans cette démarche. Pour rentrer dans la démarche, c'est par exemple rencontrer son agence de développement économique locale. On a quelques représentants dans la salle aujourd'hui qui pourront vous renseigner aussi. Ensuite, à l'issue de ce diagnostic, l'entreprise va pouvoir choisir un certain nombre de modules, des axes sur lesquels elle décide de travailler. Par exemple, il y en a un sur la cybersécurité, il y en a un sur la transition énergétique. Et puis alors, on a les modules industrie. Donc, dans les modules industrie, je l'évoquais tout à l'heure avec vous, par exemple, on a un module sur la robotique. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des industriels qui se posent une question pour savoir comment ils pourraient automatiser le flux de leurs produits, etc., ils peuvent faire appel à des conseils qui ont été référencés par la région sur cette thématique. Donc là, on voit un petit peu la manière dont se déroule un module. Un module, il est découpé en 3 phases. Donc au début, si on n'y connaît absolument rien au sujet, à la cybersécurité par exemple, on a une phase exploratoire où le conseil va accompagner l'entreprise, lui expliquer de quoi il s'agit, les précautions de base, les principes de base, etc.
Donc pour la fabrication additive, on a exactement la même chose. Je vais vous montrer tout à l'heure qui pourra vous accompagner là-dessus. Ensuite, on va un petit peu plus loin où on peut rentrer là dans des analyses un petit peu précises, plus précises. Alors, par exemple, pour la fabrication additive, à l'issue de la phase exploratoire, on aura identifié par exemple des cas d'usage dans l'activité de l'entreprise, que ce soit dans son process de production, que ce soit sur les produits qu'elle commercialise. Et l'idée dans la phase suivante, c'est de se dire bon, ben, on va les analyser un petit peu, on va regarder en faisant une étude de faisabilité ben, si c'est quelque chose qui tient la route ou pas. Et puis si ça tient la route, on peut aller à la phase suivante où là on va se projeter dans une situation, donc ben, on peut faire du make or buy, donc soit on décide de s'appuyer sur une société de fabrication de pièces, soit l'industriel décide d'investir en interne dans des équipements, et à ce moment-là, le conseil va l'aider dans le choix des équipements, la définition du process, etc. Voilà. Cerise sur le gâteau, eh ben, c'est que ça ne coûte pas si cher que ça, puisque c'est aidé par des subventions régionales. Et en l'occurrence, la première partie, qui est vraiment la partie découverte, exploration, elle est remboursée à 100% par la région. Donc ça peut aller jusqu'à 5 jours d'accompagnement, de conseil. Et les phases suivantes peuvent aller, enfin on peut rajouter encore 15 jours qui sont prises en charge à 50%. Ce qui n'est pas écrit là, c'est que quand on a un projet où il y a vraiment un potentiel d'innovation important pour une industrie, à ce moment-là, ça vaut le coup de remonter auprès de la région, qui pourra dire « Ah ouais, votre projet il est super intéressant, écoutez, je décide de vous donner encore un bonus sur un budget RDI pour aller un petit peu plus loin dans l'étude du sujet. » Voilà. Donc sur la fabrication additive, aujourd'hui on a un certain nombre de structures qui ont été référencées par la région. Vous reconnaîtrez certainement certains noms. À savoir que ça, c'est pas fermé. On a encore besoin de monde qui soit capable d'aller démarcher, d'aller vers les entreprises pour leur proposer ce module. Donc on n'est pas sur quelque chose de fermé. D'ailleurs, on discutait avec l'IPC sur la possibilité qu'ils viennent rejoindre ce dispositif. Ou même 3D Prod, si vous voulez mettre vos compétences au service du dispositif, c'est possible aussi. Là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, OpenEdge, c'est la filiale de Alchemy, qui prend en charge formation et accompagnement. Le CIRTES sur un procédé très particulier de stratoconception. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais pour la réalisation d'outillages de très grande dimension, composite ou thermoformage, ils ont des procédés très 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 intéressants. Ils peuvent vous faire vos outillages, ils peuvent vous vendre les équipements pour les faire. Platinum 3D, bon, on parlera un peu plus tout à l'heure. Le CRIT Matériaux Innovation, pareil, on en parlera tout à l'heure. Là, on est plus sur les procédés métal. Et le CERFAM, on ne va pas l'oublier parce que c'est quand même un centre spécialisé dans le verre, un centre national d'expertise sur le verre. Et ils ont travaillé sur des projets de R&D pour fabriquer des pièces en fabrication additive en verre. Donc, ça mérite quand même d'en dire un mot. Alors, dans Test Transformation, c'est aussi le référencement d'offreurs. Donc, on a démarré, ça fait, je vous disais, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé la communauté fabrication additive. Aujourd'hui, on a identifié 34 sociétés que nous appelons des offreurs, c'est-à-dire c'est des sociétés qui sont capables de proposer des prestations de services ou des produits ou des solutions commercialement à des entreprises. Okay, donc là, 34 structures. Alors il y en a des très petites, il y en a des plus importantes. On continue à les référencer, mais franchement, en Grand Est,
on est vraiment très très bien positionné avec des fabricants de machines, avec des centres de transfert de technologie vraiment de haute valeur. Et donc, il faut en profiter. Alors, quand on est offreur dans le jet, l'idée, c'est que le jet est aussi là pour vous aider quand vous êtes offreur, pour soutenir des programmes, des projets d'innovation, pour travailler sur l'internationalisation. Ça, je vous montre un petit peu plus loin comment on le fait. Mais donc, on essaye d'animer, de faire des choses ensemble, d'aller sur des salons, d'organiser des journées comme aujourd'hui, de porter des conférences. Voilà, favoriser la croissance en faisant la promotion des relations d'affaires. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec les stands. J'espère que que vous prendrez un peu de temps pour aller voir encore nos exposants. Et puis bon, un aspect qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est la partie compétences. Mais enfin, on va quand même en dire un mot, parce que au-delà des offreurs, alors nous dans la communauté, on sait dans la région où on peut trouver des formations où il y a des spécialités fabrication additive. Certaines formations sont même spécifiquement des formations fabrication additive, à différents niveaux, du bac pro, du technicien, de l'ingénieur. Il faut savoir que certains établissements de formation, chaque année, ils proposent des alternants qu'ils mettent sur le marché. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Alors je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir la page Grand Est Transformation. On a une page LinkedIn. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre canal pour communiquer. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Pour les établissements de formation qui auraient des alternants à proposer, n'hésitez surtout pas à remonter vers nous. On fera une publication qu'on partagera auprès des industriels de la région. Donc voilà, on a un canal d'information. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà ce que je voulais dire là. Et puis la communauté. Alors la communauté. La finalité de la communauté, c'est de favoriser l'adoption des procédés par les industriels du Grand Est, voire plus. Ok, mais on va dire, c'est la mission qu'on s'est donnée. Cette journée en est une illustration. On veut faire passer des connaissances, on veut montrer que les technologies évoluent, qu'elles sont à portée de main des industriels. Donc c'est toute l'action de cette communauté. Là, vous voyez, on a des liens donc avec France Additive. On travaille en bonne intelligence avec France Additive. On a été ensemble au 3D Print 2024 à Lyon. On relance une invitation pour y aller ensemble en 2025. Fin novembre, on a 7 entreprises de la région qui vont être représentées sur le pavillon France. On occupe, si je ne me trompe pas, 70% de la surface du pavillon France. Donc la région Grand Est, on vient en force, on met un grand coup là. Et bon ben voilà, on fera pour les membres de la communauté un webinaire le 13 novembre pour faire un petit peu un bilan de 18 mois d'activité. Si ça vous intéresse en tant qu'industriel d'être tenu informé des travaux de la communauté, encore une fois, contactez-moi, soit par l'intermédiaire du site Grand Est Transformation. Je vous rajouterai dans les listes pour que vous soyez embarqués dans ce mouvement. Et j'en finis là, je passe la parole à Philippe. Bien. Voilà. Alors, je vais essayer d'être bref parce que la journée avance et je pense que je ne vais pas parler pendant très longtemps de Platinium. Je pense que tous les gens qui s'y intéressent à Platinium sont venus le visiter, donc ont compris de quoi il s'agissait. Simplement, on parle d'écosystème ardennais, donc simplement rappeler, mais je pense que vous le savez puisque vous êtes venus,
Voilà, on est à Charleville, et Charleville a voulu se positionner depuis une dizaine d'années comme un hub de la fabrication additive. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, donc, l'ensemble des industriels de la métallurgie se sont regroupés pour former Palladium 3D, l'équiper des différents équipements, de façon à se faire une philosophie. La 3D, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que je risque de perdre mon business? Est-ce que je vais me retrouver comme Kodak? Et donc l'idée a été de créer Platinum pour être au service des industriels de façon à répondre à ces questions-là. Donc voilà, on est au service des industriels qui se posent des questions et on va les accompagner jusqu'à éventuellement l'investissement chez eux et voir la formation après de leur personne. Alors autour de Platinum, il y a quelques autres entités qu'il faut connaître. D'abord 3D Metal Industries. 3D Metal Industries, c'est un spin-off quelque part de Platinum. Ce sont des fabricants de moules sable pour les fondeurs, qui maintenant ont 3 machines sable, vont bientôt en avoir une 4e. Bon, orientée fonderie, un peu moins plasturgie. Nous avons 2 autres centres orientés technologie et recherche. Le premier en tant que recherche, c'est l'ESIN, puisque c'est une émanation de l'URCA, donc de l'université, avec un département fabrication additive, on aura une présentation dans quelques minutes, et le CRIT Matériaux, qui eux aussi se sont intéressés depuis un certain temps à la fabrication additive. Alors, je prends 3 secondes sur ce slide, puisque tout à l'heure on vous proposera d'aller visiter l'ESIN et le CRIT. Ça vous permet de situer à peu près où ils sont. Nous, on est là-haut, à la croisée, à l'arrivée de l'autoroute, et eux sont à l'autre bout de l'autoroute, ici, à un endroit qui s'appelle Moron, mais on en reparlera tout à l'heure pour les gens qui s'intéressent, pour leur indiquer comment on y va. Ah ben voilà. Donc Platinum, je viens d'en parler, je ne vais pas en parler plus. Simplement vous dire que la particularité de Platinum, c'est d'avoir toutes les technologies, sauf une, la stratoconception. Nos amis du CIRTES ont lancé ça depuis bien plus longtemps que nous, et c'est tellement spécifique qu'on leur laisse bien volontiers. Mais toutes les autres technologies, on les a ici. Donc ça permet de donner un avis neutre, sans être maqué avec aucun fabricant, ni avec aucun procédé. Certains vous vendront du WAM, d'autres vous vendront de la stratoconception, d'autres vous vendront du LSLM. Nous, on les a tous, donc on n'est pas sectaire, on testera la meilleure solution pour vous. Et pratiquement avec tous les matériaux. Alors, il y en a un qui existe en fabrication additive qu'on n'a pas mis, c'est le chocolat. Je suis désolé, celui-là, on l'a pas. Un tout petit appel à partenariat. Nous faisons partie d'un certain nombre de projets transfrontaliers, Interreg, avec la Belgique et les Hauts-de-France. Un en particulier s'appelle Tech for Fab. Tech for Fab, ça veut dire technopôle transfrontalier de fabrication avancée pour une industrie plus résiliente, soutenable et compétitive. C'est impressionnant. Et en gros, ça veut dire qu'on a le moyen de subventionner des interrogations, des recherches, des prototypes dans ce cadre-là pour les gens que ça intéresse. Donc du coup, s'il y a des gens intéressés, ben, contactez-nous. Sachant que du côté plasturgie, on a repéré 2 applications. La première, c'est d'optimiser les moules. On en a parlé depuis ce matin, que ce soit en conformal cooling, en allègement de poids, en optimisation thermique, etc. Et la deuxième, ce sont les petites séries de façon économique. Là aussi, Olimaker et les autres intervenants d'aujourd'hui ont bien expliqué en quoi la fabrication additive pouvait aider. Donc si certains se posent des questions, veulent bénéficier de subventions européennes d'une façon ou d'une autre, indirectement évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, ça remplit notre mission et ça répond à vos questions. Voilà, j'en ai terminé pour Platinum et je vous propose d'écouter Delphine Ozen du CRIT.
Je vais être assez brève aussi, puisqu'on est sur la fin de la journée, j'en profite pour me présenter. Donc, je m'appelle Delphine Ouzen, je suis responsable de la fabrication additive au sein du CRIT Matériaux Innovation. Et en fait, je vais être assez rapide et vous présenter en 3 points. C'est l'autre PC. Merci. Brièvement, le CRIT Matériaux Innovation, mais si vous avez du temps, vous pourrez visiter juste après. Et puis, un petit exemple de moule sacrificiel pour des compléments osseux. Si vous venez visiter, vous allez voir qu'on travaille beaucoup pour le biomédical. Et puis, je présenterai moi aussi un projet interfrontalier qui commence comme le projet Tech for Fab dans lequel nous faisons partie, le projet Agility. Ok. Alors, le CRIT Matériaux Innovation, je suis allée un peu vite, est basé sur 2 sites, Charleville-Mézières et Nogent, en Haute-Marne, donc dans la région Grand Est. Nous sommes 50 personnes, nous existons depuis 1984, avec un C à peu près de 4,4 millions d'euros. Et nos missions fondamentales, c'est vraiment de l'expertise laboratoire et de développer des projets scientifiques sur différents domaines d'activité qui, j'espère que vous pourrez visiter tout à l'heure, mais voilà, ça va du plasma froid, de la fabrication additive indirecte, entre autres tribologie, etc. Donc nous avons plein d'accréditations pour faire des essais de qualité avec des qualifications Safran, Airbus, Renault, etc. Mais ce que je vous propose, c'est de venir nous visiter pour en savoir plus ou contactez-nous pour en savoir plus, effectivement. La deuxième partie de ma présentation, c'est nous avons réalisé des moules par impression 3D avec des moules solubles. Donc on a utilisé donc une petite aiguille cubique et on a imprimé un petit moule. Donc on avait le choix soit du PVA, soit du HIPS, soit du BVOH. Et puis on a en fait utilisé un petit moule qui permet de faire des pièces qui seraient indémoulables, puisqu'il y a des parties en contre-débouille, c'est pour faire un comblement osseux. Donc on a utilisé une maker que nous avons aussi. Pour pouvoir injecter donc, des matériaux composites, donc polymères avec de l'HAP, de l'hydroxyapatite, pour faire des pièces 100% hydroxyapatite avec une porosité contrôlée, pour faire des substituts osseux. Donc vous pouvez voir en fait la CAO. Donc on a imprimé notre moule, ensuite nous l'avons injecté avec l'oliméteur, nous l'avons déganté puis frité pour obtenir une pièce en hydroxyapatite. Donc on a bien sûr optimisé nos post-traitements, température de dégantage, température de fritage, tout ça pour pouvoir faire notre petit comblement dont vous voyez mis en place dans le bassin. Donc avec tout plein d'essais, de caractérisation pour bien vérifier que nous avions la bonne matière. C'est un projet qui a été fait dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, avec notamment le laboratoire du BIOS par exemple à Reims, et des collègues aussi sur Clermont-Ferrand. Et puis pour finir, le projet Agility est un projet que je coordonne qui a commencé au 1er avril 2024 sur une durée de 4 ans. Et là, c'est vraiment de créer de l'outillage en fabrication additive. Donc c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui. Donc avec 3 objectifs: monter en gamme dans les technologies de fabrication rapide d'outillage en impression 3D, produire des outillages à géométrie complexe, donc il y aura une partie sur l'hybridation, effectivement, l'état de surface après impression 3D, et fabriquer donc des outillages en ligne pour aussi non seulement la plasturgie, mais aussi pour la maintenance. Donc c'est soutenu par la région wallonne, mais c'est financé donc à 60% par le FEDER. Donc, il y a des petits soucis avec le budget. En tous les cas, on est sur 3 grands axes de travail, donc développement de la matière, mise en forme d'outillage, de démonstration, et puis hybridation technologique. Donc c'est un projet en partenariat avec le CERTEC en Belgique, le CRDC aussi en Belgique, et l'IMT, les mines de Douai à Paris, avec différents partenaires associés. Et donc si vous n'avez pas l'occasion de visiter le CRIT ce soir, je vous propose de revenir à Charleville le 12 novembre pour l'événement de lancement du projet. Le matin, on présentera un autre projet sur les traitements de surface, sur le remplacement de chromage dur, avec ma collègue Ophélie qui est en photo aussi sur l'invitation. C'est gratuit, les places sont limitées. Donc le matin, c'est le projet donc à cheval, qui est également avec Platinium, et l'après-midi c'est le projet Agility. Donc voilà, donc je vous invite à venir ce jour-là.
Et puis j'en ai terminé avec ma présentation, donc merci et puis peut-être à tout de suite. Merci Delphine, on va passer à l'ESIN, mais puisqu'on en est au moment des invitations, je passe quelques minutes la parole à Marie-Olivier qui a une invitation à faire au nom de Polivia. C'était pas forcément prévu, mais du coup, vu qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'industriels présents, je voulais juste faire un focus sur 2 événements. Donc on aura une journée achat matière organisée à Reims la semaine prochaine, au Best Western à Reims à partir de 8h30. Donc vous êtes effectivement les bienvenus, c'est sur inscription. Je vous invite à regarder directement sur le site polivia.fr, vous pouvez vous inscrire en ligne. Et un deuxième gros événement qui parlera certainement à certains, parce que quelques entreprises exposeront le jour J. Nous participons aux côtés des autres branches industrielles au Show Industrie le 22 et 23 novembre à Metz, à la Foire Expo de Metz, donc sous l'impulsion de l'IUMM, donc aux côtés des branches la chimie, la pharma, le papier vert, toutes les branches industrielles seront quasiment représentées sur ces 2 journées. Donc nous, on aura 7 adhérents qui seront présents et qui mettront en avant la filière plasturgie composite. On aura, et un grand merci à Olimaker, je ne sais pas où est Aurélien, la mise à disposition, il est en train de presser, la mise à disposition de la Olipresse et de la broyeuse. Nous aurons également notre lab mobile, donc le camion Pouxi sera mobilisé sur les 2 jours. Et donc pour les adhérents qui ne peuvent pas exposer, nous pourrons du coup mettre en avant vos pièces, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez exposer. L'objectif c'est de mettre en avant que la plasturgie est aujourd'hui dans tous les secteurs de marché que l'on peut connaître aujourd'hui. Et le dernier point, on a été choisi par l'influenceur Ajax. Je regarde les jeunes, puisque ça parle certainement plus aux jeunes. Donc Ajax a choisi la filière plasturgie composite. Donc on aura l'influenceur qui viendra dans une entreprise et qui aura la mission de recréer un objet en plastique lors du show industrie. Donc on vous attend nombreux. Merci. Donc je passe maintenant la parole à l'ESIN par la personne de Sébastien Alix, professeur spécialisé en polymères et en fabrication additive. Merci. Donc oui, je suis Sébastien Alix, donc enseignant-chercheur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériaux biosourcés et de fabrication additive, c'est un peu le thème du jour quand même. Donc je vous ai dit, je suis enseignant-chercheur. Donc pour la partie enseignement, j'appartiens à l'ESIN, qui est une jeune école d'ingénieurs qui a été créée en 2019 avec 2 départements. Un département MPL, matériaux, procédés et mécanique, qui est sur Charleville-Mézières, et un autre département EEA, électronique et électrotechnique automatique, qui est lui sur Reims. Donc on a différents parcours, comme on est une école d'ingénieurs mais de l'université, on a une licence avec 5 parcours sur les 2 sites, 3 licences professionnelles, 2 masters, un sur chaque site, et puis 4 diplômes d'ingénieurs. Je vous en donnerai un petit peu plus si vous venez à la visite. Alors c'est plus 15h30 parce que je pense que l'heure a avancé un petit peu. Mais on peut faire la visite juste après la fin du symposium. Je suis aussi chercheur, parce que dans l'enseignant-chercheur il y a la partie chercheur, et pour la partie recherche, donc j'appartiens à l'ITEM, l'Institut de thermique, mécanique, matériaux, dans lequel il y a 3 équipes, donc une équipe en thermique et énergétique, une autre en mécanique appliquée et génie civil, et moi j'appartiens à la 3e qui est matériaux et procédés innovants. Je vais vous détailler un peu le thème des matériaux biosourcés et la fabrication additive au travers de 4 projets donc, qui sont forcément faits dans l'équipe matériaux et procédés innovants. Sur le premier, je vais essayer d'aller vite sur chacun. Donc sur le premier, c'est Polyfabat, ça correspond à la thèse de Geoffrey Ginoux. La problématique, alors ça date de presque 10 ans. Donc il y a 10 ans, la fabrication additive, c'était vraiment, je dirais, presque au développement des systèmes qu'on appelle FDM ou FFF, donc filaments fondus. Il y avait très peu de polymères chargés. Et une des problématiques, c'était les propriétés mécaniques. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, mais à l'époque, les pièces imprimées en 3D avaient des propriétés mécaniques bien moindres que les pièces qui étaient injectées, pour une même pièce bien entendu. Donc l'objectif ici, c'était de rajouter des choses dans la formulation, donc en gros
la composition de notre matière. On a pris le PLA, puisque le PLA est un des polymères le plus utilisé en fabrication par filament fondu. On a rajouté des nanoparticules, et puis après on a étudié différents paramètres process, fait des plans d'expérience, et puis on a regardé les propriétés mécaniques, et en rajoutant 3%, je vais rapidement sur les résultats, mais en rajoutant 3% de nanoparticules, on arrive à obtenir des propriétés identiques aux pièces imprimées, sans ces nanoparticules bien entendu, injectées. Et on s'est intéressé à la structure, donc microstructure, la répartition des charges dans la matrice, et puis la rhéologie du matériau, parce que ça peut influencer aussi les vitesses d'impression. Le deuxième projet, Santé Polyme 4D, donc la thèse de Konrad Mastalers. Alors, Delphine en a parlé un petit peu, du comblement osseux. Donc c'est dans cette thématique-là, comblement osseux. Donc là, on s'est intéressé à des formulations pour avoir de la biocompatibilité et essayer d'adapter la résorbabilité de notre implant qu'on va réaliser. Donc là, on a utilisé des polymères biodégradables, plutôt des biopolyesters, associés avec des biocéramiques. Donc Delphine a parlé un peu d'hydroxyapatite, on en a utilisé d'autres, mais de ce type-là, en gros, pour faire simple, c'est de l'eau sans poudre. Donc on rajoute ça à notre polymère, on a fait de la bio-inspiration puisqu'on a essayé de copier un peu la structure de l'os naturel, plus la composition puisqu'on a utilisé une matrice et des charges biocéramiques. Et on s'est intéressé, donc notre objectif c'était de faire des implants pour adapter en gros la résorbabilité de notre implant. L'objectif c'est du comblement osseux, donc c'est que notre matrice polymère se dégrade et que l'os se forme à la place de cette matrice polymère, tout en gardant les charges minérales, puisque c'est déjà eux qui vont faciliter, je dirais, le recouvrement des cellules osseuses, enfin les nouvelles cellules osseuses sur nos charges. Donc nos formulations et l'aspect post-traitement avec des irradiations qui peuvent avoir des influences sur dégrader la matrice ou la réticuler en fonction de ce que l'on veut. Quelques résultats, on voit qu'avec donc le premier graphique sur ma droite, donc sur votre gauche, correspond à, on voit bien une diminution de la masse molaire, donc en gros de la longueur d'échelle que constitue notre matériau, et aussi de la déformabilité. Donc avec les irradiations, on va dégrader le polymère, ce qui peut être intéressant pour réduire sa résorbabilité dans le corps humain. Au milieu, on a des résultats de tomographie pour voir que les charges, donc les charges d'hydroxyapatite étaient bien réparties dans l'ensemble de notre structure. Et on voit aussi, donc, sur la partie haute à droite pour vous, qu'on augmente la rugosité quand on ajoute des charges, ce qui n'est pas forcément un défaut puisque la rugosité va favoriser l'adhésion des cellules. Et on veut de la reconstruction osseuse, donc il vaut mieux favoriser l'adhésion des cellules qu'on a mesuré ensuite en dessous. Donc, avec BIOS aussi, un laboratoire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. On a regardé l'activité biologique et puis on voit sur cette micrographie en confocal qu'on a des cellules qui sont adhérées sur notre structure. Donc, ça, c'était dans l'objectif de faire des implants. Le troisième projet, c'est BAPAS, donc c'est la thèse de Paul Burel. La problématique est un peu la même, mais on s'intéressait à un autre verrou technologique qui est le comportement piézoélectrique. Parce qu'en fait, il est connu que les activités piézoélectriques favorisent le renouvellement des cellules. Donc, par exemple, quand on marche, à chaque fois, on a des décharges piézoélectriques dans le genou, par exemple, qui favorisent le renouvellement des cellules. Donc, on a joué un peu sur ce comportement-là. Donc là, on a joué aussi sur les formulations des matériaux, les procédés, de la même façon. Donc là, on a regardé différents paramètres. Alors, en orange, on va dire paramètres matériaux. En rose, saumon, les paramètres process de la machine. Et on a regardé un peu avec la polarisation l'effet du comportement piezo ensuite. Donc ce sera la dernière partie. Donc on a étudié la formulation, fait des filaments, imprimé des pièces, des structures. On a utilisé différentes matrices biopolyester, donc du PLA, du PBS. Le PLA est très rigide, le PBS est plus souple. Donc on a fait des mélanges. En faisant des mélanges, on peut adapter en gros les propriétés mécaniques de la pièce qu'on va réaliser. Et puis, on a fait différentes structures, donc avec des cellules alvéolées mais fermées, pour adapter le comportement piézoélectrique de nos matériaux. Et ici, on voit un test. Alors, la thèse n'est pas finie, hein, c'est vraiment un tout début de test. On voit le comportement piézo. Bon, là où il y a le zéro, c'est parce qu'on a monté en intensité. Au bout d'un moment, ça claque.
le matériau claque et il y a eu un arc électrique entre le haut et le bas de la pièce. On en est à peu près à ce moment-là, donc on va étudier différentes architectures et la durabilité dans le temps de ce comportement piézoélectrique de ces matériaux. Je vais finir sur un dernier projet qui est en cours aussi, donc BioMI-FA. Là, les problématiques, c'est on veut faire des matériaux de structure et répondre à des sollicitations mécaniques, que ce soit en flexion, en compression, en choc. On s'est dit pourquoi pas observer la nature, c'est un grand laboratoire qui étudie le monde depuis des millions d'années. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la bio-inspiration. On s'est inspiré de la nature, on a regardé des choses qui réagissent d'un point de vue mécanique. On s'est intéressé au monde végétal, donc différents types d'espèces végétales pour répondre à différentes sollicitations. Après, on en traduit un concept. On réalise donc en CAO, puis on réalise la pièce imprimée, puis après on va tester mécaniquement des essais, donc avec des collègues de l'IRDL à Lorient. Et on va utiliser aussi la simulation avec des collègues là du LOMC au Havre pour optimiser notre structure initiale en se disant, tiens, on peut allonger, réduire les parois des cellules pour optimiser les propriétés en fonction des applications et des réponses aux différentes sollicitations. Cette thèse commence, ça fait 1 an hier, enfin l'attaque sa 2e année depuis hier. Donc ça, c'est Coraline Leroux. En conclusion, nous, on s'intéresse surtout aux relations structure, propriété, procédé. Et je vais finir sur cette diapositive avec un projet qui a commencé avant-hier, sur Elastosustain, donc un projet Interreg aussi, puisque c'est dans la thématique, la fabrication additive appliquée aux élastomères thermoplastiques, et puis il y a l'aspect recyclage et ou biosourcé. Je fais rapide, je pense que c'est à peu près bon, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on peut aussi en profiter lors de la visite de l'ESIM.